Bon, Francisco, tu vas aller où en vacances là? Bon, je sais pas moi. Un endroit où il fait assez frais, ça me fera du bien. Mais tant que j'y pense, il est parti où en vacances à Liang? Je sais pas, faudrait lui demander. Oh mais tiens, il est là. Mais ça alors, tu es où? Salut les garçons, je suis à 384 400 km de chez vous, sur la Lune. Et je suis arrivé ici par mon vaisseau spatial. Il fait un peu froid ici, mais c'est quand que vous venez les garçons? Bon, on arrive à Liang. Vas-y, chauffe Marcel. Au XVIIe siècle, Galilée a utilisé une lunette astronomique comme celle-ci. Il a effectué des observations et a réalisé une représentation très précise de la surface lunaire, de la sélénographie. À partir de ces observations et des observations effectuées jusqu'à notre époque, on a réussi à déterminer plein d'autres caractéristiques sur la Lune. On a d'ailleurs compris pourquoi on ne voyait qu'une seule face de la Lune. L'autre nous paraissait complètement invisible. Eh bien, en fait, pendant que la Lune tourne sur elle-même, elle tourne au même rythme autour de la Terre. Donc, ce point-là, qui représente la face visible de la Lune, est ce que nous voyons tout le temps. Parce qu'en fait, elle met à peu près 29 jours à faire une rotation sur elle-même, et elle met à peu près 29 jours à faire une rotation autour de la Terre. C'est la durée qui correspond à un calendrier lunaire. Au cours de ces mouvements, la Lune est éclairée sous différents angles. On appelle ça les phases de la Lune. Les plus connues sont bien évidemment la pleine Lune ou le croissant de Lune. Ces phases sont les mêmes où que l'on soit sur Terre. Et elles sont du coup également possibles grâce à l'inclinaison de la Terre. Francisco, regarde-moi ça. La gravité sur la Lune, elle est 6 fois plus faible que celle sur Terre. Et malgré tout, on a quand même une incidence sur les marées océaniques et les marées continentales et atmosphériques. Les marées océaniques, ce sont les marées qu'on voit notamment en Bretagne ou dans la Manche. Mais les marées atmosphériques et continentales, elles sont beaucoup moins perceptibles par les êtres humains, mais par les machines et les animaux, ça oui. Dans les années 1960, lors de l'exploration lunaire, l'équipage des missions Apollo ont déposé sur la Lune des miroirs. Ces miroirs servent à réfléchir des lasers envoyés depuis la Terre pour calculer la distance Terre-Lune. De nos jours, on utilise des sondes, des rovers et plein d'autres matériels pour explorer la surface de la Lune et l'examiner en profondeur et analyser sa composition. Mes amis, la Lune, d'où est-ce qu'elle vient? Eh bien, Francisco, la formation de la Lune date d'il y a environ 4,51 milliards d'années. À peu près la même date de la naissance de la Terre. La théorie la plus largement acceptée est que la Lune s'est formée à partir des débris restants après un impact géant entre une prototerre, donc du coup prototype de Terre, ou un embryon de la Terre. C'était la Terre avant sa forme qu'on connaît aujourd'hui. Et une autre protoplanète, du coup de la taille de Mars à peu près, qu'on appelait à l'époque Theia. Mais regardez les garçons ce que je viens de trouver. Une roche de la Lune. En 2001, les chercheurs d'Apollo, ils ont trouvé que dans ces roches, il y avait la même signature isotopique que dans les roches terrestres, qui montre que la composition et la formation de la Lune est différente des autres planètes du système solaire, écartant ainsi cette hypothèse. Cette observation est inattendue, car on supposait alors que la plupart des matériaux qui ont formé la Lune provenaient de Theia. Or,
Il est ensuite annoncé en 2007 qu'il y a moins d'1% de chance que Theia et la Terre aient des signatures isotopiques identiques. En 2012, une autre équipe d'Apollo a découvert que dans les roches lunaires, il y avait du titane, comme ce que l'on trouvait sur Terre, écartant ainsi toute possibilité que la Lune ait été créée hors de la Terre ou loin de la Terre, et l'hypothèse de Theia. La Lune est un corps différencié, structuré en une croûte, un manteau et un noyau distincts. La différenciation, parfois appelée différenciation planétaire, est le processus par lequel l'intérieur d'un objet céleste massif devient organisé en couches de différentes densités. On dit alors que c'est un corps différencié. La Lune est constituée de silice, d'alumine et d'oxyde de calcium principalement, et possède un noyau ferreux. La Lune a une masse de 7,34 fois 10 puissance 22 kg, soit 73 500 milliards de tonnes, 1% de la masse de la Terre. Quand on doit étudier les mouvements de deux corps et qui interagissent entre eux, c'est assez simple. Il faut calculer l'interaction gravitationnelle entre les deux corps, donc l'attraction gravitationnelle de la Terre sur la Lune et l'interaction gravitationnelle de la Lune sur la Terre. Et il faut, il faut calculer l'inertie pour que ces deux forces se compensent. Or, quand on rajoute un troisième élément, à savoir le Soleil, ça devient beaucoup plus compliqué. Car en effet, la Terre doit garder son inertie autour du Soleil, la Lune doit garder l'inertie autour de la Terre, la Lune attire le Soleil et la Terre, le Soleil attire la Terre et la Lune. Donc du coup, avec tant de forces à calculer, c'est devenu un casse-tête quasiment impossible, même pour les plus grands scientifiques de ce monde. Alors qu'un problème à deux corps, ça, n'importe quel lycéen sait le faire. Donc du coup, au travers de ces nombreux calculs, qui se sont révélés très complexes au fil des siècles, on a réussi à écrire de nouvelles branches des mathématiques, comme la géométrie lagrangienne, qui parle de points dans l'espace sur lesquels doivent se placer les astres pour que les forces se compensent. Et il a même réussi, grâce à cette géométrie, à trouver des ceintures d'astéroïdes. Mais il y a aussi la théorie du chaos d'Henri Poincaré, qui avait décrit que si on change un seul élément dans les prémices d'un calcul, le résultat peut en être radicalement modifié. Donc au final, pour comprendre le monde, il ne faudrait que simplement lever sa tête vers le ciel. Mais Aliang, comment t'es arrivé sur la Lune? Mais c'est simple, Francisco, je suis arrivé ici avec la dernière fusée de la toute nouvelle génération de fusées chinoises Tianlong 4. C'est une fusée qui m'a permis de venir ici très rapidement. Et voilà. Au début de la conquête spatiale, l'Union soviétique est la première à poser et à lancer des satellites en orbite autour de la Lune, avec la mission Luna 9 qui se pose sur la Lune le 3 février 1966 et le premier rover Lunokhod 1 transporté par la mission Luna 17 qui s'est posé le 17 novembre 1970. Le saviez-vous, Francisco et Joshua, après son engagement en 1961, face aux membres du Parlement américain et son fameux discours « We choose to get to the moon » en 1962, il va lancer plusieurs programmes spatiaux, notamment par la NASA. Le programme Ranger, qui va venir prendre des photos en gros plan de la Lune. Le programme Lunar Orbitar, qui va créer une cartographie détaillée de la Lune. Et enfin, le programme Surveyor, qui va amener à l'alunissage des premières sondes lunaires, Surveyor 1 et Surveyor 2, et qui va ainsi corroborer des années de recherche et des années de construction et de lancement. Ensuite, le programme Apollo des Américains est développé en parallèle, car ils avaient peur de la compétition que pourrait représenter l'Union soviétique, qui voulait envoyer des humains sur la Lune pour pratiquer un alunissage. C'est la première mission lunaire en orbite a été réalisée par les États-Unis.
avec Apollo 8 en décembre 1968. L'alunissage d'Apollo 11 le 21 juillet 1969 est considéré comme le point culminant de la course spatiale. À 2h56, le premier humain à poser le pied sur la Lune est Neil Armstrong, commandant de la mission, suivi de Buzz Aldrin. Mais dis-moi, Liang, qui sont les derniers humains à être allés sur la Lune? Joshua, les derniers humains qui sont alignés sur la Lune sont Harrison Smith et Eugene Khaman en 1972, en décembre. De Apollo 11 jusqu'à Apollo 17, les scientifiques et les astronautes ont relevé plus de 2000 échantillons de roches représentant presque 400 kg. C'est impressionnant, n'est-ce pas, Francisco? Des ensembles d'instruments scientifiques sont installés sur la surface lunaire lors des programmes Apollo, mais ils sont tous hors service de nos jours à cause d'un manque de budget. Au total, au XXe siècle jusqu'à de nos jours, 24 astronautes ont orbité autour de la Lune et 12 d'entre eux se sont posés dessus. Tous pendant le programme Apollo. Certaines puissances continuent toutefois de lancer des missions sur la Lune, comme l'Inde ou la Chine, avec les missions Chang'e. De nos jours, la colonisation de la Lune est un projet consistant à installer une, voire plusieurs bases permanentes habitées, bien que cela ne soit encore pas envisageable de manière rationnelle. Une présence, au moins temporaire, sur un corps planétaire autre que la Terre est un thème récurrent dans la science-fiction, mais aurait ici un intérêt pratique, car la Lune constituerait alors une préparation en vue de voyages plus lointains. Bien qu'une présence humaine permanente sur la Lune soit pour l'instant un thème de science-fiction, la NASA prévoit que cela devienne réalité dans les années proches à venir, avec notamment le programme Artemis, qui a déjà commencé des phases de test.